Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Antonin Mahé, il est conseiller municipal de Paimpol dans les Côtes-d'Armor et animateur des jeunes socialistes des Côtes-d'Armor. Il est venu en train spécialement pour être avec nous en direct au micro de la matinale. Je le remercie. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de politique comme on le fait chaque matin à cette heure-ci dans la matinale, et on va parler, on va rentrer, j'allais dire, dans le vif du sujet, puisque le Parti Socialiste se prépare. Il y a un programme qui va être voté le 5 octobre, vous me direz si je suis juste dans les dates, pour ces européennes de juin 2024. Alors voilà, tout est en presque ordre de marche au Parti Socialiste. C'est un grand enjeu, les européennes. C'est un grand enjeu parce qu'on sait dans le pays que les gens s'intéressent peu aux élections européennes, et ça se voit d'ailleurs dans les taux de participation, notamment dans le département, qui reste très faible. Pourtant, l'Europe a fait beaucoup de choses et elle régit énormément de points de notre vie quotidienne. Donc en fait, il faut vraiment que les gens s'y intéressent, et c'est pour ça que effectivement on vote le 5 octobre sur le document stratégique et sur alors je dirais pas le programme final, parce qu'il y a encore beaucoup de travail évidemment à mener. Ça va aussi se faire pendant la campagne qu'on va mener, mais il y a une pré-ébauche de programme également qu'on doit voter le 5 octobre au Parti Socialiste. Alors comme le programme n'est pas terminé, moi je ne vais pas vous en demander les plus grands points, mais aujourd'hui l'Europe elle fait débat finalement quelque part, elle protège, elle intervient, elle prend une texture plus politique avec la guerre en Ukraine en particulier, et pourtant on a l'impression qu'on a une Europe qui est très divisée, par exemple sur des sujets très sensibles tels que l'immigration ou tels que la sécurité. On en entend beaucoup parler en ce moment dans les médias. Est-ce que là aussi le Parti Socialiste va devoir s'engager sur des voies qui n'étaient pas forcément les siennes au départ? Mais on va donc produire un programme, je vous l'ai dit il y a quelques instants. Il y a plein de sujets sur lesquels... En fait, il y a aussi un certain nombre de sujets que le Parti Socialiste n'a pas abordés depuis un certain temps. Je pense à la sécurité ou à l'immigration, mais c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on soit présent également. Maintenant, il va falloir intéresser les gens avec des points de leur vie quotidienne. Je pense à l'inflation, je pense à la précarité. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, donc je ne vais pas aller trop sur le sujet. Mais tout ça, ça va se faire aussi pendant la campagne. Il va falloir réintéresser les gens à l'Europe, parce que mine de rien, effectivement, elle a un rôle très puissant aujourd'hui dans le monde. Et effectivement, la guerre en Ukraine est un excellent exemple. Elle a un rôle aussi dans l'inflation, parce qu'elle pourrait également la réguler. Et puis nous, ce qu'on veut au Parti Socialiste, c'est très clair, c'est la fin de l'Europe néolibérale et une Europe du socialisme écologique. Donc voilà, juste avec ça, on sait que nous, l'Europe libérale, c'est pas la nôtre. Enfin, moi, je veux pas d'une Europe libérale. Et on voit les dégâts d'ailleurs aujourd'hui que cette Europe libérale fait. Donc. Il faut une Europe finalement plus sociale. Elle n'est pas assez sociale, cette Europe. Elle ne prend pas soin des Européens. Je ne sais pas si elle ne prend pas soin des Européens, mais en tout cas, pour moi, il manque beaucoup de social. Je veux dire, on a par exemple, un exemple très simple, sur le SMIC en Europe, on en a un par pays. Je suis désolé, il faut aujourd'hui un SMIC européen, parce que on peut aller, on peut travailler dans un pays qui n'est pas le sien via l'Europe. Donc, on ne peut pas aujourd'hui aller travailler dans un autre pays, je veux dire, si le SMIC n'est pas, par exemple, le même. Je veux dire, ça amène à trop de disparités, et ça, c'est ce qui fait aussi qu'une partie des gens se désintéressent de l'Europe, parce qu'ils considèrent qu'elle les a abandonnés. Et on a aussi le problème du pouvoir d'achat, on en parle beaucoup. On va parler de l'inflation dans un instant, mais justement, le pouvoir d'achat, aujourd'hui, n'est pas le même dans chaque pays européen, que l'on soit en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en France. Là aussi, il faut harmoniser de façon à ce que le pouvoir d'achat reste important dans les pays européens, que les salaires augmentent par exemple. On sait que le pouvoir d'achat n'est pas le même. D'abord, je prends l'exemple par exemple de la Belgique où c'est plus cher, mais il y a aussi d'autres exemples où c'est moins cher qu'en France. Donc il y a aussi une vraie disparité, alors que effectivement, dans l'Europe, on peut, si on habite à la frontière belge, aller faire ses courses en Belgique. Si on habite à la frontière espagnole, aller faire ses courses en Espagne. Et il y a évidemment des mécanismes à mettre en place au niveau européen aussi pour stopper l'inflation, pour augmenter les salaires. Voilà, tout ça, ça fait aussi partie des attributions de l'Europe. Mais pour ça, il faut une volonté politique aussi.
Alors l'inflation, on en parle en Europe, on en parle en France aussi, on va faire un peu de chauvinisme, pardonnez-nous, on en parle beaucoup en France de cette inflation qui continue finalement son petit bonhomme de chemin, si j'ose m'exprimer ainsi, avec une inflation qui voit le panier de la ménagère, le fameux panier de la ménagère devenir très cher aujourd'hui. On a des gens aujourd'hui qui ne mangent pas, on pense aux jeunes étudiants d'ailleurs, qui ne mangent pas toujours à leur faim. On en avait discuté avec vous ici déjà il y a plusieurs mois, ça ne s'arrange pas aujourd'hui. On a l'impression que cette inflation ne s'arrête pas et qu'elle engendre automatiquement une précarité plus importante. Ben, alors moi, ce qui me désole, c'est que malheureusement, à chaque fois que je viens, on parle de précarité parce qu'évidemment, ça ne se règle jamais. Quelques chiffres d'abord parce qu'ils sont très importants. Ils viennent de l'association COP1, qui est donc une association voilà, d'aide aux étudiants et qui a établi quelques chiffres. 45% des étudiants craignent de basculer dans la pauvreté. Un tiers a déjà supprimé un repas par manque d'argent. 52% des étudiants renoncent à des divertissements et 50% ont un reste à vivre inférieur à 100 euros. C'est des chiffres dramatiques. Là, je parle des étudiants, mais on pourrait aussi parler des actifs, des gens qui sont au chômage ou au RSA. En fait, la précarité, elle est partout. Voilà, donc ça faut le dire. Les socialistes, on avait proposé pour les étudiants notamment le repas à 1 euro généralisé. Je regrette que dans ce département, et je vais les citer parce que c'est important, Éric Botorel, Chantal Boulou, Marc Le Fur et Mickaël Cosson n'aient pas voté le repas à 1 euro pour les étudiants et j'espère que les étudiants n'oublieront pas qu'ils n'ont pas voulu les aider parce qu'aujourd'hui les étudiants, enfin moi je suis aussi étudiant donc je sais ce que c'est derrière aussi, tout augmente. Mais les bourses n'augmentent pas au niveau de l'inflation, les aides n'augmentent pas au niveau de l'inflation, donc à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il y a une colère étudiante, voilà, je prolonge un petit peu la question sur le volet plus social, plus colère sociale. Bah, bien sûr qu'il y a une colère. Enfin, je veux dire, quand pour dire franchement, on galère à se nourrir, quand on galère à se loger, puis en plus il y a une crise du logement en Bretagne, on le sait. Donc en fait, on a du mal à manger, on a du mal à se loger, on a du mal à acheter ce qu'il nous faut pour pouvoir étudier correctement à la fac. En fait, on a du mal à tout. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens, on galère à tout faire. Et puis, moi, je suis désolé, j'ai l'impression que le gouvernement abandonne une génération qui est amenée, je veux dire, à rentrer dans le monde du travail dans quelques années. Et enfin, c'est dramatique. On abandonne toute une génération, la génération sacrifiée, et une génération qui va rentrer dans le monde du travail plus tard. Enfin, c'est dramatique. Puis je rappelle que certains nous disent d'aller en gros travailler. Mais les étudiants qui travaillent, la moitié ont une chance de ne pas avoir un diplôme à cause du travail. Parce qu'évidemment, on a moins le temps de réviser, on a moins le temps de travailler. Enfin, ça me désole. Il faudrait donner plus d'argent aux étudiants pour éviter justement ces petits travails et qu'ils ne se consacrent qu'à leurs études. Mais bien sûr, parce qu'en fait, quand on est en études, c'est pour étudier, c'est pas pour aller travailler à côté, c'est pas... Enfin, voilà, c'est pour ça qu'il faudrait, et c'est ce qu'on propose notamment... Il faut une réforme finalement. Mais en fait, il faut d'abord une réforme des bourses, parce que je suis désolé, ce qu'a fait la ministre de l'Enseignement supérieur, c'est comme d'habitude, de toute manière, insuffisant. Mais bon, ça, on commence à avoir un petit peu l'habitude, malheureusement. Et nous, ce qu'on propose depuis très longtemps aux jeunes socialistes, c'est une allocation d'autonomie, puisque en fait, à un moment donné, quand on étudie, on ne doit pas travailler à côté. Enfin, je veux dire... Quand on fait tout ce qu'on nous demande à la fac, c'est pas possible de travailler à côté. Il faut le dire aussi à un moment donné. Avec des parents qui ne peuvent pas toujours aider, qui sont parfois eux-mêmes dans la gêne, dans la précarité. Justement, cette précarité aujourd'hui qui augmente en France, elle inquiète parce que voilà, ça pose aussi des problèmes. Alors vous le disiez, de logement, alors pas seulement pour les étudiants, mais pour madame, pour monsieur, tout le monde. Et puis on a ces travailleurs aussi qui ne peuvent plus se loger, qui dorment dans leur voiture, qui ne peuvent plus manger parfois, en tout cas pas plusieurs fois par jour. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, la France va devoir, ou le gouvernement ou les gouvernements qui vont se succéder, va devoir prendre ce problème de la précarité à bras-le-corps? Ben moi, je trouve que pour l'instant, en tout cas, on a un gouvernement qui n'est pas très intéressé par ces problèmes de précarité. Il faut le dire clairement. Quand je vois le ministre de l'économie qui demande aux entreprises de baisser leurs prix et les entreprises qui, en gros, lui répondent non. Voilà.
Il n'y a plus de moyens de pression finalement sur les entreprises. En fait, j'ai une drôle d'impression que Bruno Le Maire croit que juste en disant une petite phrase, on va révolutionner le pays, mais en fait pas du tout. À un moment donné, ce qu'il faut faire, c'est plafonner les prix des biens de première nécessité. Enfin, il y a plein de mesures à mettre en place et des mesures baisser la TVA par exemple sur l'alimentation. Sur les produits de première nécessité, oui, pourquoi pas. Voilà. Mais en fait, il y a plein aussi d'autres mesures à mettre en place pour que tout simplement les gens puissent vivre dignement, parce que vous l'avez dit, il y a d'un côté les étudiants qui galèrent depuis quelques années déjà, on a ensuite les travailleurs qui par exemple sont au SMIC et qui ont du mal à payer, je veux dire, quand ils ont payé leurs factures, leur loyer, l'électricité qui a augmenté aussi, l'eau, Internet, et puis on pourrait en citer encore un paquet de factures, l'essence également qui arrive à Alors justement, l'énergie, c'est quand même beaucoup dans un budget. On a besoin de se chauffer, d'avoir de l'électricité, de recharger ne serait-ce que son téléphone, mais on a aussi besoin de se déplacer, et on voit aujourd'hui que bien les carburants sont partis à la hausse, et que tout le monde n'a pas forcément le moyen de se payer un billet de train. Effectivement, parce que je veux dire que dans les villes, on peut se passer de la voiture. Voilà, ça c'est acté, c'est comme ça. Dans des territoires ruraux comme par exemple notre département, c'est difficile de se passer de la voiture parce qu'on ne peut pas mettre un bus pour 2 personnes. En gros, faut aussi le dire. Et pourtant, les prix de l'essence continuent d'augmenter. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. Mais à un moment donné, comment voulez-vous que les gens... Enfin, les gens ne vont pas mettre tout leur salaire dans en gros, EDF et le carburant. Donc, il va falloir aussi mettre des mesures en place, et des mesures urgentes, parce que les gens, en fait, les gens, ils n'ont pas le temps d'attendre dans la vraie vie. Ils ne peuvent pas continuer à vivre comme ça, en gros, à vivre à découvert, vivre à crédit. Là, il faut des mesures, parce que les gens, en gros, pour le dire un peu franchement, ils crèvent bientôt la dalle. Donc, et pour l'instant, malheureusement, on voit Bruno Le Maire, du coup, qui demande aux entreprises de baisser les prix, mais les entreprises, en gros, elles ne le font pas. Donc, à un moment donné, il va falloir mettre des mesures contraignantes pour ces entreprises qui ne jouent pas le jeu, parce que l'inflation, c'est le problème de tous. Parce qu'on nous dit depuis quelques semaines maintenant, oui, l'inflation ralentit. Elle ralentit, mais elle continue, a priori. Donc, et les prix ne reviendront pas au prix d'avant. Donc, à un moment donné, il y a aussi le SMIC augmenté, il y a les salaires augmentés. Enfin, voilà. Donc un chantier là aussi pour le Parti Socialiste, pour essayer de faire bouger les lignes. On parle aussi souvent d'ailleurs du fait que les Français, les Bretons sont désabusés, n'ont plus envie d'aller aux urnes. Là aussi, on en a parlé. Vous voyez, c'est un sujet qui revient assez régulièrement dans l'actualité. Et puis, de cette colère un petit peu larvée, tout le monde ne descend pas dans la rue, mais des fois, dans l'urne, on est tenté de mettre un bulletin pour les partis plutôt extrêmes. Est-ce que vous, Antonin Mahé, ça vous inquiète, la montée de la violence, la montée des extrêmes aussi, plus généralement ? Évidemment, ça m'inquiète. Je veux dire, dans notre département, depuis quelques mois maintenant, on observe une montée de l'extrême droite qui est très inquiétante. Je souligne par exemple la création malheureuse du Rassemblement national des jeunes dans les Côtes-d'Armor, un département qui, je le rappelle, est à gauche depuis un certain nombre d'années maintenant. Petite parenthèse LR au conseil départemental, mais voilà. L'extrême droite en Bretagne, je vais rappeler simplement ce que c'est la dégradation récente du siège du Parti communiste français à Saint-Brieuc, la dégradation du siège du Parti socialiste à Saint-Brieuc. Voilà ce que c'est l'extrême droite. Puis on a l'extrême droite, certes française, en gros le Rassemblement national, Reconquête, qui utilise des méthodes peu démocratiques, sont violents. Enfin, je veux quand même le dire, combien de nos camarades ont-ils été déjà agressés verbalement ou physiquement par l'extrême droite? Moi, je veux dire beaucoup trop dans notre département, des camarades jeunes socialistes, des camarades communistes. En fait, c'est quelque chose qui vous inquiète parce que on le voit de plus en plus aussi. On les voit, ces dégradations. Avant, il pouvait y avoir des altercations. Maintenant, on voit ces dégradations. Et est-ce que ça ne correspond pas aussi à un ras-le-bol de gens qui se tournent vers justement l'extrême droite, pour prendre un terme générique, parce que finalement, ils n'ont pas trouvé leur bonheur ailleurs? En fait, moi, je ne reproche pas aux gens de voter RN. Je reproche
à l'extrême droite d'exister même, tout simplement. Mais je reproche pas aux gens de voter pour les extrêmes, parce qu'en fait, quand on a été déçu et je mets mon parti dans le lot, hein, toujours. Oui, il y a une déception des grands partis, que ce soit je veux dire, quand on a déçu ou à droite. Autant que ça soit le PS, que ça soit LR, que ça soit maintenant la République En Marche, il faut aussi le dire, il me déçoit beaucoup. Moi, je comprends que les gens, ils essayent ce qu'ils n'ont pas encore essayé. C'est dommage, parce que l'extrême droite, dans ce pays, elle se présente comme... elle se donne une image, en gros, de sainteté, de bienveillance. Alors que l'extrême droite, on sait ce que c'est, hein, on l'a vécu, en gros, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas faire des rappels historiques trop. On a fêté récemment les 50 ans de la mort de Salvador Allende. On sait ce que c'est dans d'autres pays aussi, l'extrême droite. Et puis, simplement, je rappelle quand même que le grand parti extrême droite de ce pays, le Rassemblement national, héritière du FN, a quand même été fondée par un ex-nazi. Enfin, je suis désolé de le rappeler, ça va en titiller certains probablement sur les ondes, mais le RN a été créé par un nazi. Et je ne comprends pas pourquoi ce parti, aujourd'hui, on le voit comme un parti républicain. Est-ce que finalement le RN prend la place de la droite ? Bon, c'est compliqué, moi je pense pas, parce que j'ai un peu plus de respect, entre guillemets, pour la droite classique que pour l'extrême droite. Donc je pense pas. Après, on a des rapprochements. Enfin, je prends ce patron des Républicains, et parfois sur des positions quand même très proches, voire quasiment les mêmes, faut le dire, que les positions du RN. Donc, est-ce que, par extension, il y a une forme de, entre guillemets, je mets le terme très entre guillemets, de droitisation de la société française ? Ça, c'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Je suis pas, heureusement, je ne suis pas politologue. Non, mais est-ce que vous avez un ressenti, vous, sur le terrain ? Pas tant que ça. Enfin, moi, j'avoue personnellement que je n'ai pas cette impression particulière quand je vais tracter, ou quand on va coller, ou quand on est sur le terrain. Alors, les grands enjeux du Parti Socialiste, parce qu'il y a des grands enjeux, il nous reste un petit peu plus de 5 minutes, je crois. Ces grands enjeux, justement, on parlait de cette montée d'extrême droite, on a évoqué un petit peu de bout des lèvres l'immigration. On a souvent reproché d'ailleurs au parti de gauche de ne pas avoir pris à bras-le-corps l'immigration pour peut-être la substituer au parti extrême. Est-ce que ça fait partie, justement, de ce à quoi pourrait ressembler le futur programme du Parti Socialiste ? En fait, moi, je considère qu'il faut qu'on parle de tous les sujets. L'immigration est un sujet... On a parmi d'autres. On en parle beaucoup en ce moment. Voilà, c'est un sujet parmi d'autres, mais c'est un sujet sur lequel aussi on doit faire des propositions. Je rappelle que le Parti Socialiste, par la voix de Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice de Paris, et Boris Vallaud, député des Landes, ont signé une tribune concernant la loi asile-immigration. Et là, on me dit de me tourner pour que je sois bien dans l'axe de la caméra. Mais donc, on a signé une tribune hier ou avant-hier dans Libération sur cette question-là. Donc, on fait aussi des propositions. Elles ont peut-être moins d'écho que celles du Rassemblement national, qui sont évidemment beaucoup plus chocs, puisqu'eux proposent carrément de fermer les frontières bientôt. Donc, mais on fait, nous, des propositions. Et nous, on considère qu'il faut accueillir l'immigration, parce qu'à un moment donné, on a l'immigration d'abord dans les pays en guerre. On a l'immigration désormais avec le réchauffement climatique aussi, qui est gravissime. Mais le réchauffement climatique, ce ne sont pas les pays dans lesquels... desquels les gens partent, qui ont causé le réchauffement climatique. Ce sont les grands pays européens qui ont été très industriels, comme le nôtre, qui ont produit ce réchauffement climatique. Donc, à un moment donné, il faut aussi assumer que... Une forme de solidarité, bien sûr, en fait, je veux dire, on ne peut pas... un monde avec les frontières fermées, ça n'existe pas. C'est impossible, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Laisser croire aux gens qu'en fermant les frontières, le problème sera réglé. Mais c'est faux. Les gens, en fait, les gens, ils fuient soit la guerre, soit le réchauffement climatique. Donc, ces gens-là, ils fuient. Donc, ils sont prêts à tout pour fuir. Donc, ils viendront quoi qu'il arrive.
Et on peut fermer les frontières autant qu'on veut, on peut les expulser comme le propose le RN autant qu'on veut, mais ça n'y changera rien. Alors il y a aussi ce problème de sécurité, alors qui revient, là encore, hein, on en parle souvent parce que ça revient dans l'actualité. Il y a eu ce drame à Marseille, cette jeune femme qui a reçu une balle perdue finalement près d'un point de trafic de stupéfiants. Est-ce qu'il faut s'attaquer très vite au trafic de stupéfiants dans ce pays ? Moi, je pense que dans ce pays, la lutte contre les stupéfiants est un échec total depuis qu'on a créé des stratégies de lutte contre les stupéfiants, grosso modo. On est le pays où, je prends l'exemple du cannabis, où on fume le plus, et pourtant, on est le pays qui a la politique la plus répressive. Parce qu'il n'y aurait pas un petit problème quelque part dans le calcul de la stratégie de lutte, là. En fait, à un moment donné, moi je considère que, pour encore une fois ce qui est question du cannabis, je pense qu'on devrait s'inspirer d'autres pays européens en légalisant, parce que quand on légalise, on peut aussi réguler. Et donc, quand on peut réguler, on peut gérer. Et donc, en fait, je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes. Après, c'est aussi une question sociale. Je veux dire, quand il n'y a pas de boulot ou quand on est stigmatisé parce qu'on vient d'un quartier populaire, à un moment donné, il y a les factures à payer, comme tout le monde, il y a un loyer à payer, donc voilà. C'est finalement pardonnez-moi du terme, hein, il est peut-être un peu trivial, mais le boulot facile d'aller dealer pour pouvoir gagner des sous. Oh, le terme est très trivial, ouais. Mais en gros, oui, parce qu'à un moment donné, il y a des familles à nourrir, et puis que quand on a un enfant ou deux enfants qu'on doit nourrir, on doit payer l'école, les transports, parce qu'évidemment, souvent c'est mal desservi aussi. Évidemment, faut de l'argent pour payer tout ça. Un dernier mot, là, il nous reste à peine une minute, m'a dit notre réalisateur. J'aurais voulu vous entendre aussi sur le changement climatique. Vous l'avez abordé un tout petit peu tout à l'heure, Antonin Mahé. Le changement climatique, c'est la préoccupation du moment. Et on a compris que si on ne faisait rien là tout de suite, bien on courait à la catastrophe. Est-ce que là aussi, en matière d'écologie, parce qu'on a vu que le PS, sur les différentes élections, valait un petit peu tout seul, hein, vous allez me dire si je dis juste ou pas. Est-ce que c'est un combat aussi politique, l'écologie, et pas forcément au sein d'une coalition avec Europe Écologie et Verts? L'écologie, d'abord, le Parti Socialiste, c'est aussi de l'écologie. Nous, on fait de l'écologie sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit oui à l'écologie, mais attention à ne pas oublier les gens derrière. Parce que ça, c'est très important. On ne peut pas faire de l'écologie contre les gens. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, plus on attend, plus les décisions qu'on aura à prendre, elles sont violentes pour les populations. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut s'y mettre dès maintenant, parce qu'en fait, là, on va atteindre un point de non-retour. Et un point de non-retour, ce sera, en gros... finito, quoi. Voilà, on sacrifie les générations futures. Exactement. Et c'est pour ça que, je prends un exemple, je grappille un tout petit peu. C'est pour ça que, par exemple, nous, jeunes socialistes américains, on fait beaucoup de propositions et je vous en cite une très récente, par exemple, afin de mieux desservir les territoires ruraux, c'est la mise en place du RER costarmoricain, hein, donc entre Guingamp et Lamballe. C'est une proposition sur laquelle on a beaucoup travaillé et avec des taux de passage très importants et qui permettraient aux gens qui habitent par exemple entre Guingamp et Saint-Brieuc de pouvoir prendre le train pour aller bosser soit à Guingamp, soit à Saint-Brieuc. À la condition que le train n'aille pas à Lamballe pour revenir à Effignac. Ah oui, mais ça c'est mon trajet de ce matin, ça. Le petit message de service. Un dernier mot, très vite, les fédérations socialistes de Bretagne organisent leur université de rentrée à Morlaix les 29 et 30 septembre. Qu'est-ce qui va se passer en 2 mots, vraiment en 2 mots? Eh bien, on va se réunir pour travailler sur les européennes notamment. C'est ouvert au public, donc si vous voulez venir nous voir à Morlaix, faut pas hésiter. C'est le samedi 30 septembre à Morlaix. Alors, j'ai plus l'heure de début exact, je dois vous avouer, mais n'hésitez pas à venir nous voir. C'est gratuit, c'est ouvert. Voilà, et on peut y aller en train à Morlaix. Et on peut y aller en train. Il faut le savoir. Et c'est pas loin de la gare. Voilà, le message est passé. Antonin Mahé, conseiller municipal de Paimpol, animateur des jeunes socialistes des Côtes-d'Armor, était avec nous en direct et vous êtes à l'amende, vous avez grappillé 2 petites minutes. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.